demander d'abord à Giovanni, c'est, parce que je crois qu'il a réagi à ces choses-là, c'est que les scientifiques ont été au minimum mis de côté dans la période actuelle et au profit des politiques. Donc, que pense-t-il de cette situation et comment réagissent les scientifiques actuellement ? Ok, merci. Alors, j'ai fait une petite présentation notamment pour pouvoir noter mon mail, parce que je vais faire un appel à témoignage à la fin de ma présentation, donc ça permet aux gens de me contacter s'ils veulent. Non, c'est pas la mienne. Moi, en ce moment, je suis à l'INRAE et ça m'a amené à avoir des discussions avec pas mal de collègues scientifiques. Alors moi, je suis des sciences sociales, hein, je suis pas vraiment un vrai scientifique. C'est pas la mienne non plus. On y est ? Ouais, c'est ça, voilà. Tu peux mettre la première diapo, là, comme ça, moi je touche plus à rien. Voilà. Et donc, avec des collègues, on a pris l'initiative de réagir, notamment quand ont été annoncées l'idée qu'il fallait mettre en suspens le plan Ecophyto. Et l'impression qu'on a eue, enfin, moi l'impression que j'ai eue, parce que l'INRAE, par exemple, c'est une institution il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien, l'INRAE, c'est comme toutes les grosses institutions, si vous voulez, mais qu'il y avait vraiment des gens qui étaient très en colère de ce qui se passait, et qui avaient l'impression qu'on marchait un petit peu sur leur travail, quoi. L'INRAE a rendu des expertises collectives, par exemple pour réfléchir au changement de modèle agricole. La première expertise collective sur les pesticides, elle remonte à 2004 ou 2005, je ne sais plus. Vous voyez, on est en 2024, c'était il y a 20 ans. À l'époque, c'était un travail déjà scientifique très approfondi, avec l'idée qu'on pouvait sortir des pesticides. Et vous vous mettez à la place de tous ces chercheurs qui travaillent depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans au sein de l'INRAE, il y a une fatigue en fait. Il y a vraiment une fatigue avec cette idée, mais ok, nous on parle, mais est-ce qu'on nous écoute ? Voilà. Donc c'est un peu de ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est la place de la science, la place de l'histoire aussi, et la nécessité d'articuler le travail scientifique avec un travail plus militant, parce qu'en fait, le cœur de mon message en introduction du débat, c'est que la science tout seul, ça suffit pas. Les sciences tout seul, ça suffit pas. Et donc ce qu'on a fait avec des collègues, c'est qu'on a lancé, alors moi j'ai été un peu dans les groupes initiateurs de deux pétitions, une qui est parue dans le Nouvel Obs, et une qui est parue dans La Croix, une plutôt SHS et une qui a réuni quand même 676 signatures de scientifiques, donc c'est pas mal, et qui ont circulé, parce que si je vous ai mis le petit truc en bas, c'est que celle du Nouvel Obs a été citée dans Science, qui est la revue scientifique, une des revues de référence dans le monde, donc ça a permis de donner de la visibilité. Voilà. Donc, la science malmenée et une espèce de fatigue qu'on peut sentir chez les milieux universitaires, CNRS, dans plein d'institutions agricoles, avec cette idée, bon, ok, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait dire c'est compliqué, les données sont fragiles, mais aujourd'hui, en fait, il y a un assez grand consensus au sein de la communauté scientifique sur le fait qu'il y a la biodiversité qui s'effondre, il y a des problèmes de santé et qu'il faut changer de modèle, comme disait ma collègue juste à l'instant, il y a vraiment un paradigme à changer. Alors pourquoi je vous montre ces images-là ? Parce que je suis en train de travailler, moi en ce moment, ça a été dit, notamment sur les riverains. Je suis dans le groupe riverain, mais je mène un travail aussi de recherche sur les riverains. Et ça m'amène à faire du travail d'archives quand je fais ça. Et j'ai fait une petite recherche en Angleterre. Et là, je vous mets deux documents. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je raconterai ça plus tard dans un bouquin, mais un document qui s'appelle Pond of Poison, The Spray Drift Problem, qui est un rapport publié en 1984. 1984, il y a très très longtemps. 40 ans. Par la Soil Association, qui est l'association des agriculteurs biologiques. Si je le dis vite, c'est pas la FNAB, mais bon, c'est une des plus anciennes associations d'agriculture biologique du monde. Et qui, à l'époque, c'est Nigel Douglas, qui est un activiste qui est embauché par l'association pour faire un rapport sur le problème des épandages. Et c'est assez fascinant quand on le lit aujourd'hui, ce rapport, parce que,
énormément de problèmes dont on discute aujourd'hui en France sur les riverains sont documentés dans ce rapport. Voilà. La volatilisation des produits, le problème des formulants et des coformulants, l'impact sur les travailleurs, les riverains, etc. etc. Alors évidemment, les machines n'étaient pas les mêmes. L'agriculture, le contexte agricole, c'est pas le même non plus que celui de la France. Mais pour moi, qui travaille historiquement, c'est assez fascinant de me dire qu'il y avait déjà pas mal de données, en fait. Alors, il n'y avait pas les enquêtes épidémiologiques sur les effets de santé, mais il y avait beaucoup de choses qui se savaient. Ce rapport a été enterré, il n'a pas donné lieu à beaucoup de traductions politiques. Voilà. Deuxième document que j'évoque, ça je l'ai découvert aussi récemment, c'est une couverture du New Scientist. Le New Scientist, c'est un journal de vulgarisation scientifique qui est tiré, alors j'ai pas réussi à savoir à l'époque combien il était tiré, mais aujourd'hui il est tiré à 150 000 exemplaires, donc c'est pas un petit journal, c'est pas un petit magazine local, qui est l'équivalent de Science et Vie si vous voulez en France, mais en version anglo-saxonne, donc avec un lectorat plus grand, et qui en 1991 fait sa couverture sur les Pesticides Silent Victims, les victimes silencieuses des pesticides. Et c'est la couverture, et à l'intérieur vous avez un dossier de 6 pages, qui évoque les éleveurs de moutons qui sont exposés aux organophosphorés, les riverains qui sont exposés, les travailleurs qui sont malades, les effets à long terme, les effets à court terme. Bon. Voilà, pareil, 91, c'était pas il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et pareil, les données scientifiques, c'était certainement plus fragiles qu'elles ne le sont aujourd'hui, mais il y avait quand même des toxicologistes et des épidémiologistes qui étaient cités dans ce bouquin, dans cet article. Donc tout ça pour vous dire, vous le savez, mais la science c'est bien, mais la science tout seul, ça suffit pas. J'ai des collègues qui ont écrit un bouquin collectif, ils ont appelé ça en anglais Powerless Science, la science sans pouvoir, en gros. Donc il ne faut pas attendre, voilà, c'est ça que le message, c'est que en tant que moi, observateur de la vie politique, associative, il ne faut pas attendre que la science change les choses, c'est vraiment un travail politique qu'il faut faire, et ça demande... Alors je suis scientifique, je suis très content quand il dit qu'il faut plus d'études. Moi je suis financé aussi par et que c'est bien d'avoir des études, mais ça suffit pas. Si le but c'est l'action, il faut aussi militer. Il faut utiliser en fait d'autres levées d'action que la science, l'arme des médias, l'arme du droit et l'arme de la politique. Et je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé du droit, des médias, l'importance de communiquer, etc. Peut-être on parle un petit peu moins de l'arme de la politique, et j'entends par là politique politicienne. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est fascinant aussi, c'est, vu tout ce qu'on sait, pourquoi on continue à avoir les gouvernements qu'on a. Je veux dire, c'est quand même... c'est fascinant, quoi. Donc, je vais juste pas prendre la parole trop longtemps, mais pour vous dire que l'articulation de ces trois répertoires d'action, comme disent les sociologues de la politique, ils sont importants, ils ont été très efficaces. C'est l'articulation de ces 3 leviers, plus la science qui a été efficace pour rendre public en France, et vous comprenez peut-être plus tardivement par rapport à d'autres contextes nationaux, la question des victimes des pesticides. Alors ça, on en parle, je vais faire de l'autopromo là, dans un bouquin que j'ai publié avec un collègue il y a quelques semaines, qui s'appelle « L'agriculture empoisonnée, le long combat des victimes des pesticides », qui est paru aux presses de Sciences Po, que vous pouvez trouver en ligne ou dans n'importe quelle librairie, vous pouvez le commander. Donc ça, on en parle. Mais on va essayer de le travailler aussi sur d'autres cas. Et c'est ça que je voulais juste évoquer. Je vais aussi en profiter pour faire un petit appel à témoignage au cas où. Donc avec mon collègue Jean-Noël Jouzel, avec qui j'ai écrit ce livre et avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans sur les victimes professionnelles des pesticides, on a commencé là un nouveau travail sur les enfants malades du fait de l'exposition professionnelle de leurs parents aux pesticides. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on en a parlé tout à l'heure, dans le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il y a la possibilité pour ces enfants ou leurs ayants droit d'obtenir une réparation. Et en fait, nous, on se pose la question, c'est un droit nouveau qui vient de se mettre en place. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire, comment fonctionne le fonds? Comment réfléchissent les experts? Quelle est l'expérience des victimes? Qu'est-ce que font vraiment les médecins pour aider les victimes? Voilà, parce que tous, vous, professionnels, vous avez évoqué ce matin les nombreuses difficultés que vous rencontrez pour vous faire reconnaître, accompagner ça. Et pour l'instant, on a rencontré 5 familles
parce que c'est assez dur, hein. Il y a des enjeux de culpabilité assez forts de la part des parents, c'est vraiment pas facile de rencontrer des familles. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est encore plus dur, et pourtant j'en ai rencontré des agriculteurs malades des pesticides, c'est encore plus dur de s'engager dans une démarche de reconnaissance du lien entre la maladie d'un enfant, qui peut être grand aujourd'hui, hein, qui peut être décédé, et une exposition professionnelle aux pesticides, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit non agricole. Hein, une des premières familles qu'on a rencontrées, c'est une fleuriste. On a écrit un papier dans le magazine AOC Media où on parle de ça. C'est des choses auxquelles on ne pense pas souvent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont exposés aux pesticides et qui ne sont pas des agriculteurs. Voilà. Et il y a des enjeux de culpabilité particulièrement forts, il y a des enjeux d'ignorance de la part des médecins. Les pédiatres ne sont pas du tout, les pédiatres, les chirurgiens pédiatriques, les oncologues pédiatres, voilà, sont pas du tout préparés à explorer ces questions-là. Et donc c'est très très dur d'avoir des certificats médicaux, par exemple, pour les familles contestées. Et puis bon, il y a des enjeux de culpabilité particuliers. Donc voilà, si jamais vous êtes concerné par cette situation-là, et je sais que c'est pas facile d'en parler, vous connaissez des gens qui pourraient être concernés, moi ça me semble important de documenter ces histoires-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des articles et des discussions qui ont lieu au sein du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, hein, en disant, vous voyez, le fonds il marche pas. Il y a très peu de familles qui demandent des réparations. Parce que je crois qu'il y a eu une vingtaine de dossiers au Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides pour des enfants qui ont été déposés. C'est qu'il n'y a pas de problème. Sauf que moi, en ayant rencontré 5 familles, et on espère pour pouvoir faire notre enquête là, pendant quelques temps, quelques mois, on va essayer d'en rencontrer plusieurs dizaines. Très vite, on comprend qu'il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas au fonds d'indemnisation, qui n'envoient même pas le dossier à la caisse de la MSA, parce que c'est la MSA qui gère. Voilà. Et donc, les statistiques de demande de réparation, elles ne veulent rien dire par rapport à la réalité potentielle des intoxications des enfants via l'exposition professionnelle de leurs parents aux pesticides. Voilà, donc je lance un petit appel à témoignage. Je pense que je le referai. Voilà, on est en train d'être engagé avec le collectif qui a accepté. Ils ont discuté et accepté de relayer cette recherche, quoi. N'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Voilà, merci. Alors avec ces 3